Bonjour à tous. 7 semaines après le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, la dernière grande opération amphibie de l'histoire projette sur les côtes de Provence, entre Toulon et Marseille, une armada encore plus colossale, cette fois-ci composée de troupes principalement françaises. Souvent occultée au profit d'Overlord, l'opération Dragoon a fait l'objet d'âpres discussions entre les chefs politiques et militaires alliés, chacun poursuivant des objectifs parfois différents. Discussions qui révèlent aussi une face obscure, faite d'ambition, de cynisme froid, d'atermoiements qui se paient au prix du sang, de jeux de pouvoir sans vergogne, dont les conséquences sont encore palpables aujourd'hui. C'est ce que va nous expliquer notre invité, Philippe Lamarque. Philippe Lamarque, bonjour. Bonjour cher monsieur, bonjour à nos auditeurs. Vous êtes essayiste, historien, docteur en histoire, docteur en droit, en théologie, en philologie et donc docteur. Vous avez publié plus de 25 livres, collaboré à des encyclopédies pour Larousse. Alors les livres, je ne vais pas tous les citer, mais on peut évoquer une série sur les colonies d'antan, j'allais dire, donc le Sénégal d'antan, le Maroc d'antan ou encore l'Algérie d'antan, l'Algérie, votre pays natal. Vous avez également écrit une critique du nationalisme, plaidoyer pour l'enracinement et l'identité, paru chez Via Romana, et puis les grandes batailles chez Fleurus, donc plutôt destinées aux enfants, et comme un Napoléon, toujours chez Fleurus pour les enfants. Et puis il vient d'être réédité, et c'est le sujet de notre émission de ce jour, le débarquement en Provence, jour après jour, aux éditions du Cherche-Midi. Alors, ce débarquement, je le disais en prologue, il a souvent été occulté ou du moins peu médiatisé, mais pourtant il n'a rien à envier à celui de Normandie. Nous sommes donc en août 1944, les Alliés occupent l'Afrique du Nord depuis novembre 1942, ils se battent en Italie depuis 1943, juillet 1943, il y a donc déjà un front ouvert dans le sud de l'Europe, mais les Américains surtout veulent ouvrir un second front dans le sud de la France, alors que Churchill, lui, y est plutôt opposé. Alors, expliquez-nous pourquoi, déjà, ce désaccord entre les chefs alliés. L'Angleterre, à ce moment-là, enfin le Royaume-Uni, dans son ensemble avec le British Empire, l'Empire britannique, fondé par Élisabeth Ier, se trouve en phase de déclin. Et Churchill lui-même, sur son lit de mort, haut aveu, déclare « Je ne suis pas responsable du déclin de l'Empire britannique ». Ceux-ci veulent continuer à avoir une puissance mondiale thalassocratique, ils veulent régner sur les mers, « Rule Britannia, rule over the waves ». Et il y a bien sûr aux États-Unis des gens qui leur disent non, maintenant c'est à notre charge, c'est nous, vous êtes nos alliés, vous nous avez colonisés peut-être, mais désormais c'est peut-être un tout petit peu vous la colonie, on va pas vous le dire aussi brutalement, mais on va vous le faire comprendre gentiment. Et donc, les Américains, eux, veulent ce second front, alors que Churchill, lui, veut continuer à remonter dans le nord de l'Italie. C'est tout à fait exact. L'ambition de Churchill consiste à s'emparer des Balkans de manière à faire pièce à Staline parce que il veut jouer la carte de Tito. Alors, carte déjà perdue en réalité, puisque lorsque Tito avait été attaqué par une opération aéroportée, il s'en était sorti de justesse. En revanche, son fils lui avait été capturé, ce qui veut dire que ça a définitivement détruit tout espoir de carrière politique du fils de Churchill, mais la Yougoslavie, les Balkans font encore partie de ces ambitions-là. Puis il y a la partie médiane, puisque le front d'Italie arrive désormais dans la vallée du Pô, au sud de la République sociale italienne. Ouais. Et le général Juin, Alphonse Juin, a un objectif très précis. On fonce plein nord par le col du Brenner, et ça permet de raccourcir la guerre d'1 an. Sauf que ce n'est pas du tout dans l'objectif de la thalassocratie états-unienne, qui, elle, a bien l'intention de s'emparer du commerce mondial. Et dans cette affaire-là, la marine marchande française peut représenter un danger, ce qui veut dire que si cela permet de coloniser une France sous contrôle, de mettre hors jeu
sa marine marchande, de détruire ses colonies et de l'effacer du panorama des grandes puissances, finalement c'est pas plus mal. Donc une intervention en Provence se justifie, et le prétexte bien entendu c'est la jonction avec les têtes de plage de Normandie. Donc c'est de prendre en tenaille les Allemands entre la Normandie et on remonte vers la Bourgogne. C'est exact, ça c'est pour le plan. Une tenaille, oui, mais ce n'est pas véritablement parce que les forces de l'armée allemande qui se trouvent dans le sud-ouest et dans le sud-est du territoire français sont puissantes certes, mais en termes d'effectifs, je dirais que ça n'est pas plus important que ce qui se passe actuellement dans le théâtre d'opération du Dniepr. Ça se calcule en centaines de milliers d'hommes par rapport aux millions en jeu à cette époque-là, c'est peu de choses. Il y en a une preuve, c'est que ce que les historiens français appellent la Seconde Guerre mondiale n'a pas de sens pour les Russes et a un peu moins de sens pour les historiens allemands. Pour les Russes, ça s'appelle la Grande Guerre patriotique avec des fronts périphériques. Quant aux historiens allemands, pour eux, c'est presque aussi clair. Il y a le front de l'Est et il y a les autres théâtres d'opération. Mais alors le but de Churchill, finalement, on peut dire que Churchill avait raison sur le fond, c'est-à-dire que lui, il avait une vision politique, c'est ça. Différente de celle des Américains, mais il sentait, c'était pour empêcher les Soviétiques d'avancer plus en Europe de l'Est. C'est certainement plus nuancé que cela, parce que la rencontre de Téhéran, confirmée à Yalta ultérieurement et puis définitivement verrouillée à Potsdam, fait que tous les moyens sont bons pour Churchill de manière à maintenir le Royaume-Uni en tête de file. Or, la politique britannique, depuis le congrès de Vienne de 1815, consiste à considérer la partie occidentale de la péninsule eurasiatique comme un glacis militaire qui protège l'archipel britannique. Ce sont des considérations qui ne signifient rien pour les États-Unis. Alors vous écrivez que vous avez une formule choc, dites que Staline est le père du débarquement de Provence. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Alors expliquez-nous ça. Il sait que le conflit repose sur les épaules surchargées de l'armée rouge. C'est bien simple. Les 9/10 des effectifs, les 9/10 des moyens militaires et les 9/10 des pertes de ce conflit sont sur le front de l'Est. Les autres fronts, importants, si importants soient-ils, n'ont de valeur que s'ils permettent de soulager Staline. Mais entendons-nous bien, il y a eu des études qui ont été menées par des spécialistes de West Point, c'est-à-dire l'académie militaire où sont instruits les élèves officiers de l'armée des États-Unis. Ceux-ci ont déterminé, après le conflit, qu'en termes d'effectifs, les plus gros ont été fournis par les Russes. Oui. Loin derrière, les États-Unis. En troisième rang seulement, les Allemands. Et si je vous pose la question du quatrième, c'est incompréhensible. Et pourtant c'est le cas, ce sont les Roumains. Ce qui explique que le changement d'alliance des Roumains en 1944 a lui aussi probablement provoqué le raccourcissement de la guerre d'un an. Ça veut donc dire que ce qui se passe en Provence et ce qui se passe en Normandie ont certes de l'importance, et le maréchal Staline a besoin de cela, parce que ça le soulage, mais ça n'est qu'un soulagement provisoire, parce qu'il suffirait que les forces en question soient rejetées à la mer, et l'armée allemande en avait la possibilité matérielle, et là, il se serait passé la même chose qu'en 1917 au moment du traité de Brest-Litovsk. Les moyens de l'armée allemande seraient immédiatement allés sur le front de l'Est. Alors, je parlais de débat. Est-ce qu'il y a vraiment eu ça a duré combien de temps cette histoire âpre débat, c'est-à-dire Il y a eu plusieurs rencontres. Alors on a déjà cité 3 qu'on ne va pas redire, mais il y a eu aussi la rencontre d'Anfa au Maroc. Et là, les relations ont été assez tendues. Mais elles ont surtout été tendues entre l'agent états-unien qui était le général Giraud et l'agent de Churchill qui était le gouvernement provisoire mené par l'autre personnage. Par le général de Gaulle. Justement, il y a aussi un débat qui va naître sur qui va commander. Et là, effectivement, on est dans la pleine opposition entre de Gaulle et Giraud. C'est tout à fait exact.
pense qu'il faut replacer les choses dans une perspective qui remonte à l'armistice. Allez-y, vous êtes là pour ça. De 1940. Mais bon, il s'agit aussi d'être bref. Notre sujet, c'est le 15 août 1944. À cette date-là, la diplomatie et l'état-major allemand font un calcul qui se tient. Ils considèrent que si le gouvernement français, désigné par la Chambre des placés à Bordeaux, a désigné un nouvel exécutif, et que cet exécutif est en mesure de maintenir une souveraineté française, certes vaincue, mais toujours État souverain existant en droit international et qui échange des ambassadeurs, les gens en question vont maintenir tant la métropole que les départements français d'Afrique du Nord, que les 2 protectorats du Maroc et de la Tunisie, et l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française et le Tonkin, hors du conflit. Autrement dit, il y a de facto une neutralité. Elle n'est pas de jure, fatalement, mais de facto, cela permet de dire nous allons vous laisser la possibilité d'avoir une armée sous surveillance à effectif réduit dans les mêmes conditions que s'était retrouvée l'Allemagne de Weimar en 1919. Et cela va vous servir à maintenir votre pays hors de la guerre. Et vous allez chasser tout le monde, même nous. Nous sommes vainqueurs, oui, mais armistice, on arrête de se battre. Et là, la générosité allemande est intéressée. Ils sont généreux, certes, mais ils y ont intérêt. Vous venez de citer les 100 000 hommes de l'armée régulière de l'armistice. Vous rajoutez à ça 90 000 gendarmes, vous rajoutez à cela une force de police à peu près équivalente, vous rajoutez à cela en gros les mêmes effectifs en Afrique du Nord parce que le 19e corps d'armée monte en effectif, il y a le 5e étranger au Tonkin, enfin bon, on ne va pas tous les énumérer, c'est pas négligeable. C'est énorme. On arrive à environ 250 000 hommes qui n'ont pas d'autonomie tactique. Ils sont là pour tenir le pays hors de la guerre. La preuve, lorsqu'il y a la tentative de hold-up montée par la Royal Navy à Dakar pour s'emparer de l'or de la Banque de France, le gouverneur général Boisson les rejette à coups de canon et on n'en parle plus. Alors on va revenir en Provence. Donc il y a un vif débat. Donc ce sont les Américains qui l'emportent finalement. C'est-à-dire Churchill cède bon gré mal gré, jusqu'au bout il essaye jusqu'au dernier moment de saboter l'affaire. La saboter non, mais à vrai dire il n'en a pas tellement les moyens. Prenons un seul exemple, ce sont les effectifs de l'armée d'Afrique. Mais je pense que c'est une question sur laquelle vous préférerez revenir plus tard. Mais au moins on fait un flash là-dessus. Les forces armées royales britanniques rencontrent un énorme problème insoluble de démographie. Nous reviendrons sur quelques détails un peu plus tard là-dessus, mais en ce qui concerne la participation britannique à l'opération de Provence, certes la Royal Navy est importante, mais en ce qui concerne les forces terrestres, ils ont péniblement réussi à réunir une petite moitié des effectifs de la division aéroportée. Il y a 3 divisions aéroportées en Normandie, il n'y en a qu'une seule en Provence, et encore est-elle mixte parce que la majorité du personnel, ce sont des GIs. Mais sinon, donc la majorité, alors, en revanche, pour le débarquement de Provence, la majorité, ce sont des Français. 70% à peu près des effectifs. Donc normalement, le commandement aurait dû échoir à un général français. Vous avez parfaitement raison d'aborder cette question qui procède d'un accord entre les Alliés, où les Anglo-Américains se sont mis d'accord sans trop consulter les autres pays dont les contingents sont très limités, la brigade Piron belge, quelques Polonais, bon, enfin, on ne va pas citer cela, ce serait beaucoup trop long, quoique intéressant. Donc les États-Unis et les Britanniques se mettent d'accord dès l'instant qu'il y a 51% des troupes d'une certaine nationalité sur un théâtre d'opération, c'est nécessairement de cette nationalité que sera le patron de ce théâtre d'opération. Exemple, en Normandie, grosse chamaillerie, mais tendue, entre Montgomery et Eisenhower, parce que Eisenhower reproche, à juste titre il faut le dire, à Montgomery de se cramponner au pouvoir et de maintenir la tête des plages au nord de Caen, de ne pas aller plus loin. Bon, il y a d'autres raisons. Caen est
très âprement défendu par une division qui s'appelle la 12e Panzer SS Hitlerjugend. Il y a également une division de fusiliers de l'air, des chasseurs de la Luftwaffe. Une division au sol. Donc la conquête de Caen présente de grosses difficultés, mais cela conduit l'aviation alliée à devoir faire la navette entre le sud de l'Angleterre et la Normandie, alors que les l'US Army exigent l'augmentation de la poche pour pouvoir installer leur base aérienne sur place. Donc pourquoi tant de Français? Ça s'est décidé comment? C'est vrai qu'en réalité, donc on aurait dû avoir un chef militaire français. Ça s'est décidé au plan d'Anfa parce que les Britanniques ne voulaient pas dire, quoique ce fut dans d'autres publics, qu'il manquait de personnel. Et quant aux États-Unis, ils n'étaient pas vraiment sûrs de la valeur de leurs troupes parce que, certes, il y avait des gens très expérimentés dans le Pacifique, mais en ce qui concernait les appelés du contingent envoyés pour la première fois au feu sans expérience, il y avait une légère inquiétude qui s'est confirmée lorsqu'il y a eu la projection amphibie sur les plages du Maroc, où la première chose qui a été déposée sur les plages, c'était des fauteuils de dentistes. Ça fait un peu négligé. Bon. Alors que chez les Français, la chose tenait debout. Le maréchal avait donné l'ordre au général Weygand de prendre le commandement de l'armée d'Afrique. Mais très vite, les commissions d'armistice germano-italiennes se sont rendues compte qu'ils ne jouaient pas le jeu, qu'il camouflait du matériel, qu'il trafiquait des effectifs, qu'il préparait une revanche sans merci. Et ils ont exigé du gouvernement Laval que le général Weygand fût défait de ses fonctions. Il a été remplacé par Giraud, lequel a continué exactement de la même manière, et lorsqu'il y a eu la querelle entre le gouvernement provisoire d'Alger et le général Giraud censément placé sous ses ordres, Giraud a dit « Non, attention, dans une guerre, c'est celui qui paye qui commande. » Or, jusqu'à présent, le matériel, l'armement, les soldes, c'est le budget états-unien. Donc nous allons éviter de les froisser, nous allons continuer à monter en puissance. La preuve, c'est que l'armée d'Afrique a envoyé 4 divisions en Tunisie dans les jours qui ont suivi l'invasion du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord. Quand par la suite Giraud a été mis sur la touche et que Juin a été désigné à sa place pour les opérations en Italie, Juin s'est montré beaucoup plus obéissant à l'égard du gouvernement provisoire qui, lui, restait toujours sous la coupe des Britanniques à la grande colère des États-Unis. Cependant, le commandement sur place étant exercé par un général états-unien qui était Patch, Juin n'en a pas moins joué le jeu, mais le gouvernement provisoire n'a pas admis ce jeu subtil de Juin et a confié le commandement à un ambitieux. Il était dévoré d'ambition, de qualité de soldat certes, mais un caractère instable. C'était de l'âtre. Il l'avait montré en plusieurs circonstances. Déjà au moment du 6 février 1934, il doit ses étoiles à une opération d'intrigue politique. Il a eu cette intelligence, on ne va pas lui jeter la pierre, mais ça signe tout de suite un style. Quand par la suite il commande la 14e division d'infanterie, il se passe encore d'autres choses sur lesquelles nous n'allons pas insister. Le 8 novembre 1942, il devient fou. Et il part sur les routes à l'aventure avec une pièce d'artillerie hippomobile, en disant qu'il refuse l'invasion de la zone sud. Alors qu'il le refuse, certes, oui, mais il doit obéir aux ordres. Donc c'est un type obéissant jusqu'à accepter de passer sous le commandement de Patch alors que les troupes états-uniennes sont inférieures en nombre. Le résultat des courses, c'est qu'en Provence, dès qu'on doit exposer du personnel au feu, on expose des Français. Donc, parce que 8 divisions sur 11. Donc maintenant, on va attaquer, si je puis dire, parler de la préparation de l'opération qui s'appelle pas Dragoon tout de suite, qui s'appelle Anvil, qui veut dire enclume. Donc le marteau, on peut considérer que le marteau, c'était la Normandie. On peut le considérer. Et l'enclume, la Provence. Le choix des noms est important. Parce que, très important. Et vous dites qu'on fait souvent un contresens en France. J'emploie le terme d'opération Dragoon, et souvent on parle d'opération Dragon, alors que c'est pas du tout ça. Pas du tout. En argot britannique, cela veut dire que l'on a été abusé, contraint, forcé. Et le choix du terme est précisément celui de Churchill
auquel on a tordu le museau D'accord. pour accepter cette affaire-là, et lui-même était présent à bord d'un bâtiment britannique le 15 août 1944 au large de la Provence. Il a voulu témoigner qu'il était là. C'était aussi, d'une certaine façon, une revanche morale vis-à-vis de lui-même, à la suite de l'échec qu'il avait essuyé à Gallipoli en 1917. C'était un homme qui avait de la mémoire. Alors, d'ailleurs, à propos de mémoire, pendant la préparation de l'opération, et vous le rappelez, on fait appel à l'histoire longue pour replacer cette opération sur les lieux et dans le temps. Vous parlez d'Ariovis, vous parlez d'Hannibal, vous parlez de François Ier, et bien sûr de Napoléon. Alors, est-ce que vous pouvez... donc on va commencer par Hannibal, par exemple. Un survol rapide, un survol schématique, donc pas forcément faux, mais ça permet d'aller plus vite et de se... donc Hannibal, c'est le franchissement exactement. Or, Hannibal... Là, c'est plutôt la piste que voulait suivre Churchill. Dans l'esprit, oui. Sur la géopolitique, non, puisque Hannibal part de la péninsule hispanique, traverse, il va dans l'autre sens. c'est ça, franchit les Alpes d'ouest en est, redescend la péninsule italienne, et après on sait comment ça se termine, et le merveilleux roman de Salammbô est là pour nous raconter la fin des guerres puniques. Et là où il y a une inspiration par rapport à Hannibal, c'est remonter ce même dispositif qui aurait normalement dû être le chemin de décrochage, de retraite en bon ordre d'Hannibal, s'il avait pu agir à sa guise sans être trahi par les suffètes carthaginois. Alors là, on va aller plus vite. Donc Ariovis, le chef gaulois... Alors là, c'est une affaire passionnante parce que... Ne nous racontez pas l'affaire. Ce qui m'intéresse, c'est comment on le relie au débarquement de Provence. En deux mots, Arioviste part de Gaulle, descend la vallée du Rhône, franchit les Alpes et met une raclée monumentale aux Romains qui le vivent très mal. Ça reste gravé dans les mémoires et on ne peut pas expliquer autrement des Bello Gallico, la guerre des Gaules de César, s'il n'y avait pas eu cette frousse monumentale et cette volonté de rancune de la part du Sénat qui a financé l'opération, également très content d'éloigner César. Or, donc comment on le relie au débarquement de Provence? Lorsque Ariovis décroche, il passe par le plateau du Morvan, et la géopolitique est toujours la même. L'armement change, mais la décision se passe dans le Morvan. Or, il y a dans l'état-major allemand des gens qui sont fins, qui sont cultivés, une époque à laquelle on faisait latin-grec à l'école des cadets. Ils ont traduit tout cela, ils ont fait des versions, ils ont fait des thèmes, ils en sont familiers. Moins chez les Français et pratiquement pas chez les Anglo-Saxons. Donc, ce qui les intéresse, les Allemands, c'est effectivement de pouvoir se replier sur le Morvan comme l'a fait Ariovis. Oui, tout simplement parce que la logistique coûte cher et tout kilomètre supplémentaire, c'est du carburant qui coûte cher, de l'alimentation, toutes sortes de choses. Plus vous raccourcissez vos lignes logistiques, vous perdez du terrain. On échange toujours à la guerre du temps contre du terrain. C'est l'un ou c'est l'autre. Je n'y peux rien, ce sont les règles de la guerre. Or, en ayant un bouchon dans le Morvan, la logistique allemande est gagnante, tandis que celle des Alliés s'est allongée sur tout le sillon rhodanien, perd du temps, perd de l'énergie, et de cette façon-là, affronte avec moins de force le bouchon en question. Alors, on évoque aussi, bien sûr, Napoléon et le siège de Toulon. Là, est-ce que les Alliés se sont inspirés véritablement du siège de Toulon? Enfin, on en tiré des enseignements, du moins. Je serais un peu plus prudent dans ce domaine. J'aurais envie de répondre oui sans aucune hésitation. Mais les cloisons de terrain sont telles que les règles s'imposent d'elles-mêmes. Et comme l'amiral Rufus est tout sauf idiot, il sait très bien comment se présente la rade de Toulon, la presqu'île de Saint-Mandrier, le mont Faron. Il a étudié tout ça, il le sait parfaitement. Or, il se trouve que lors du siège de Toulon, le capitaine Bonaparte, sur ordre de Salicetti, a réglé un certain nombre de problèmes, mais il se heurte à Saint-Mandrier. C'est là qu'il installe la batterie des hommes sans peur, et le sort de Toulon se joue à Saint-Mandrier, puisque c'est l'accès de la rade. Alors, attribuer à Bonaparte ou non l'inspiration des acteurs de 1944,
Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est tellement évident qu'on ne peut pas faire autrement. Ah, d'ailleurs, comment s'opère le choix des sites? Parce que c'est une opération amphibie, mais ce ne sont pas les grandes plages de Normandie avec quelques collines derrière. Là, les plages sont pas très grandes, elles sont encaissées, et derrière, le paysage est plutôt cloisonné avec des petites routes qui... Est-ce que c'est compliqué à monter comme opération? C'est pire que compliqué, c'est impossible. Pourtant, ça a eu lieu. Le calcul est assez aisé à faire. Oui, il aurait été certainement beaucoup plus facile d'opérer une projection amphibie sur le littoral entre la rive droite du Rhône et la frontière espagnole. Oui, mais là, on a besoin de Marseille et Toulon. En plus, les routes sont bien meilleures. Je dirais que Marseille et Toulon, ce n'est pas une illusion, mais presque. Je vais être prudent. Il ne faut pas comparer ce qu'auraient pu être, ce que n'ont pas été, des poches de résistance allemande à Toulon et Marseille avec ce qu'elles le furent dans les poches de l'Atlantique, dont Brest, Cherbourg, Lorient, enfin bon, on les connaît tous, Troyes. Là, il y avait une utilité et un aspect pratique, c'est que les sous-marins allemands avaient une possibilité d'apporter du courrier personnel pour le moral des bonshommes sur place. Ils ont même apporté des films. Ils ont apporté le film, le film de propagande de la UEFA, le siège en 1806. Je ne sais pas. Ça n'a pas on va revenir en France. Alors qu'il n'y a pas de sous-marin. Non, parce que franchir le détroit de Gibraltar, c'est un peu compliqué. Oui, il y en a quelques-uns à la Spezia, mais... Oui, ça ne va pas bien loin. Projeter sur les rochers à cet endroit-là peut présenter un petit avantage, c'est d'avoir un soutien logistique de la part des forces allemandes qui sont encore présentes dans la vallée, dans le bassin du Pô. Mais c'est un peu illusoire. Non, l'explication, je la vois ailleurs. Les défenses ne sont pas faibles, elles existent, mais elles ont beaucoup moins de moyens de réaction qu'elles ne l'ont sur du terrain plat. Mais ça n'explique pas tout. J'y vois un autre aspect que je n'ai pas souhaité traiter dans le livre parce que je m'adresse là à un vaste public, certes, qui s'intéresse à diverses choses, mais il faut que tout le monde se fasse plaisir, comprenne, apprécie. Là, j'ai beaucoup plus de chance, grâce à vous et grâce à TV Liberté, de m'adresser à un public beaucoup plus haut de gamme. Non, mais c'est la vérité, il faut le dire. Et de survoler rapidement les questions spirituelles, si vous m'en donnez la permission. Oui. Lorsqu'on a affaire à la Normandie, le premier chiffre qui vient en tête, c'est le 6. Ça se passe un 6 juin, le 6e mois, la 6e année. Ça se passe à 6 heures du matin et les premières troupes à mettre les pieds sur le sol sont la 6e division aéroportée. Est-ce que j'ai besoin de faire un clin d'œil à nos auditeurs sur l'Apocalypse de Saint Jean? Donc la bête qui sort de la mer a une image subliminale qui parle à tout le monde et qui donne une force infraspirituelle supplémentaire aux moyens militaires. Alors on y croit ou on n'y croit pas. L'important n'est pas que nous y croyons, ni vous ni moi. Il se trouve que ça existe, qu'il y a des gens qui y croient et que cela provoque des images subliminales qui ont une influence non appréciable, non cartésienne sur les opérations. Vous allez me poser la question, évidemment, pourquoi le 15 août en Provence, à cet endroit-là? Ça n'a pas de sens. Si, ça en a un. Parce que lorsque l'on regarde à quoi ressemble la cloison de théâtre d'opération Est-Ouest, on s'aperçoit de part et d'autre de la côte rocheuse que c'est l'endroit où se trouvent les monastères qui sont installés là depuis les temps paléochrétiens. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des temps paléochrétiens? C'est comme Jules César et arioviste. Si, ça a son importance. Parce que les moines en question, à l'origine, les premiers à être arrivés là, la première opération amphibie, en quelque sorte, ce sont les moines du désert, les pères égyptiens, qui sont arrivés avec une certaine forme de christianisme très particulier qui s'appelle le néopélagianisme. Alors on ne va pas insister sur ce qu'est le néopélagianisme. Et puis l'opération c'est le 15 août. Mais en un mot commençant, nos téléspectateurs savent ce qu'est la Déesse Columbia, savent ce qu'est la Manifeste Destiny,
et savent ce qui dicte la politique états-unienne, qu'il s'agisse des démocrates ou qu'il s'agisse des républicains. Ouais, c'est la même doctrine. Et celle-ci, d'essence protestante et vétérotestamentaire, puise directement ses racines dans le néopélagianisme, dans le semi-pélagianisme. Et Hollywood sert à diffuser cette doctrine, et ils le disent ouvertement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et même s'il y a là-dedans des rabbins kabbalistes et des talmudistes de très haut niveau qui apportent aussi leur grain de sel, cum grano salis, ça n'empêche que la doctrine reste la même. Donc il faut un élément fort. Et voyez ce qu'est devenu le plan Marshall par la suite, où les États-Unis ont renoncé à tout sauf à un point, l'exportation de films de Hollywood. Donc il donne un signe précis avec cette cloison de terrain. Après on en pense qu'on en veut. Il se trouve qu'il y a derrière un réseau routier minable. Il n'y a pas les 4 voies comme il y a maintenant. Les rochers proprement dit, c'est une catastrophe pour projeter sur la plage. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à un état-major anglo-saxon d'envoyer en éléments précurseurs des gens qu'ils considèrent comme des supplétifs? Ça ne leur coûte rien. En plus, ce sont des troupes d'excellente qualité, à la différence de ce qui s'est passé en Normandie. Alors justement, on va parler de ces troupes, les troupes engagées. C'est principalement l'armée d'Afrique. Alors très rapidement, si on veut arriver au bout de l'émission, de qui est composée cette armée d'Afrique ? On appelle armée d'Afrique, de ce terme générique, le 19e corps d'armée à l'origine. Armée d'Afrique est une vieille expression qui remonte à la conquête postérieure à 1830 et qui en gros s'achève en 1857 lorsque le maréchal Randon pacifie la Kabylie des Babors. Et ce terme armée d'Afrique, c'est leur grande fierté. Eux-mêmes s'appellent les Africains. Ils ont beau être recrutés en métropole, ce n'est pas le problème. Ce sont les Africains, et la fameuse chanson « C'est nous les Africains », qui est un véritable hymne qui fait frémir. Ça doit être naïf, ça doit être tout ce qu'on veut, ils ont le poil qui se hérisse quand ils le chantent. Or, les Africains en question sont une société multiculturelle et multiraciale qui a réussi. C'est probablement la seule au monde. La preuve, c'est qu'il a fallu la politique pour la détruire. Et cette armée d'Afrique est composée de professionnels, d'appelés du contingent, de citoyens français qui sont l'un ou l'autre, de gens qui ne sont pas citoyens français, mais qui sont l'un des deux parce qu'ils ne sont que professionnels. On dresse un panorama rapide juridique de ces catégories-là. On va pas avoir le temps. Oui. Donc on a des pieds noirs qui sont professionnels ou appelés. Oui. Surtout appelés du contingent. Et puis des indigènes, si on peut dire. Alors les natifs des départements français d'Algérie de statut coranique sont citoyens français, mais ils ne sont pas astreints à la conscription au titre de la loi Jourdan, parce que il est beaucoup plus avantageux pour eux d'être professionnels contractuels et d'être beaucoup mieux payés. Bon, j'ai pas pu vous empêcher finalement, c'est le docteur en droit qui a parlé. Donc c'est une armée qui est aguerrie. Oui. Alors, elle est aguerrie pour plusieurs raisons. Ceux qui ont réussi à quitter la métropole après l'armistice ont été renvoyés dans leur garnison, ils ont l'expérience du feu. Ceux qui ont servi en Tunisie en 1942, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont aussi. Et pour ceux qui ne l'avaient vraiment pas, vu ce qu'ils ont affronté en Italie en 1943, ça fait d'eux des troupes d'une qualité exceptionnelle, au point que le général Clark, états-unien qui les commande, déclare « J'ai commandé des troupes d'élite et il ne se passera pas des décennies avant qu'il y ait à nouveau des troupes d'une telle qualité sur un théâtre d'opération. » Donc ça veut dire qu'on a varianté des troupes d'Italie, on les a ramenées en Afrique du Nord pour pouvoir débarquer en Provence. Merci d'avoir utilisé le terme technique varianté parce que c'est exactement ce qui se passe. Disons que c'est un peu plus complexe que cela. Oui, il y a de gros effectifs en Italie, les mêmes qui sont embarqués sur la côte de Méditerranée occidentale de l'Italie pour être envoyés en Provence. Le débarquement se fait, l'opération finit part d'Italie ou part de Corse ou part d'où? Vous devancez mon propos et je vous en remercie infiniment. Il y a aussi de très importantes troupes en Corse. Il y en a également en Afrique du Nord. Et le rôle de l'armada, qui est complexe, consiste... Donc tout ce beau monde se regroupe face à l'objectif qui est celui de la projection amphibie. Et donc en face, du côté allemand, quelle est la situation? Il y a un mur qu'on appelle le Südwall, qui est le pendant de l'Atlantic Wall. Sinon au niveau des troupes, au niveau du commandement, on a qui et combien? Un portrait très rapide.
Les troupes, certaines personnes optimistes les estiment à 100 000. Les estimations les plus réalistes sont de 80 000. La partie qu'ils ont à surveiller est énorme. C'est 800 km de littoral entre Menton-Vintimille et Argelès, la frontière espagnole. Or, là-dedans, il y a le 15 août une douzaine de divisions, ce qui signifie qu'il y a celles qui sont sur le littoral et ceux qui sont à l'intérieur en mesure d'intervenir en cas d'attaque ponctuelle. Ça signifie que les divisions qui sont sur le littoral tiennent chacune un front d'environ 100 km. Et comme ces divisions sont à effectif théorique de 18 000, mais en réalité atteignent péniblement 10 000, le ratio, nos téléspectateurs l'ont vite fait, ça ne fait pas lourd. Et puis il faut tenir H24. Ça signifie que vous divisez vos effectifs par 4, parce qu'il y a 3 fois 8, et puis il y a un quatrième quart qui a besoin d'aller à l'instruction, qui est en convalescence, qui est en permission. Ça veut dire que les effectifs sont faibles. Ce sont des divisions combattantes ou des divisions statiques? Leur titre est exact et division statique. Ça signifie qu'elles n'ont aucun moyen de déplacement hormis les brodequins de leur troufion. Ça signifie qu'il y a 3 régiments d'infanterie par division et un seul régiment d'artillerie à 40 pièces. Et le reste, au lieu d'avoir des régiments, ce sont de simples bataillons, voire des compagnies, pour le génie, pour le service de santé, pour le train des équipages. Si elles sont statiques, c'est que justement, elles ne peuvent pas se déplacer. Elles sont composées d'un personnel de bonne valeur, qui est bien instruit, mais qui n'est pas apte au combat sur le front de l'Est, puisqu'on met là-dedans de très jeunes gens à l'instruction avant de les affecter ailleurs, où on met des gens âgés en limite d'âge, qui sont inaptes sur le front de l'Est, mais qui font quand même de bons soldats dans les divisions statiques. Et il s'y ajoute une troisième catégorie de personnel qui sont les Ostfreiwilligen. Il y a eu, après l'attentat du 20 juillet 1944, une grande réforme dans l'armée allemande. C'est-à-dire que chaque régiment d'infanterie est passé de 3 bataillons à 4 bataillons. Et pour autant, les effectifs sont restés les mêmes, ce qui veut dire que les 3 bataillons d'origine ont vu leurs effectifs de soldats baisser, mais leurs effectifs de gradés restaient stables. Donc avec plus de gradés pour moins de soldats, on obtient beaucoup plus de souplesse dans une unité d'infanterie. On y gagne en combativité. Et le 4e bataillon est homogène, c'est-à-dire qu'on assoit exclusivement des Turkmènes, exclusivement des Polonais, exclusivement des Biélorusses, exclusivement des Russes, exclusivement des Cosaques. Donc il y a une homogénéité linguistique et de solidarité tribale. Et ces gens-là ont pour point commun entre eux, ils ne s'aiment pas nécessairement, donc on les tient à part, ce n'est pas la Légion étrangère française, on ne pratique pas l'amalgame. En revanche, ils sont tous ultra anticommunistes. Et quand ils apprennent qu'il y a quelques maquis communistes, même fantomatiques, mais ça existe à quelques centaines, ils savent que les côtes qu'ils gardent, derrière eux, il y a des gens qu'ils n'aiment pas, et en face d'eux, les Anglo-Américains sont les complices de ceux qu'ils détestent. Donc ils sont motivés. Et donc le fameux Zutwal, il est bien défendu, il est très très rapidement. Si je veux aller au bout, parler des prises de Toulon et de Marseille. Donc le Zutwal, c'est défendu comment? C'est des casemates, c'est à la façon du nord de l'Atlantique? Il y a 800 ouvrages bétonnés. Faites le calcul sur 800 km, vous voyez que ça fait pas lourd. Sur les 800, il y en a 500 qui sont terminés. Mais le fait qu'ils soient terminés ne veut pas dire qu'ils soient déjà garnis d'artillerie, parce que la traction hippomobile de chaque régiment d'artillerie dans chaque division, il faut les amener sur place. Bien sûr. Et au niveau du commandement, c'est commandé par... Un commandement remarquable, avec des gens qui ont une expérience du feu, qui sont tous des anciens de la Grande Guerre et qui ont l'expérience des précédents fronts d'opération. Il y a quand même une particularité chez eux qui est assez bizarre, mais c'est ainsi. Ils sont patriotes, ils sont dévoués à leur patrie, ils se font tuer pour leur patrie, mais ils ne sont pas nécessairement en bons termes avec le régime. C'est le cas du général Blaskowitz, qui n'a jamais reçu son bâton de maréchal parce qu'il avait critiqué certaines opérations en Pologne en 1940, ce qui veut dire qu'il est maintenu sur les rangs parce qu'il est professionnellement excellent, mais on lui donne un commandement... pas
pas très gratifiant, parce que c'est tout de même, le 8 novembre 1942, une grosse déception pour l'armée allemande de voir l'invasion anglo-américaine en Algérie, ce qui oblige l'armée allemande à occuper la zone sud. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Envahir la zone sud le 8 novembre 1942 ne fait pas du tout plaisir aux Allemands. Alors, je renverrai, on va envoyer les lecteurs, si vous voulez, pour le dérouler heure par heure du débarquement. On peut dire, bon, c'est un succès. Ce qui nous a intéressé, donc il débarque. On part de chaque côté, d'un côté vers Toulon, d'un côté vers Marseille. Finalement, ça va beaucoup plus vite que prévu. C'est exact. La raison pour laquelle c'est allé beaucoup plus vite, ça a été le choix opéré par l'état-major allemand, soit utiliser la 11e division Panzer pour repousser l'invasion, soit sauver la 11e division Panzer en acceptant de sacrifier les divisions statiques qui avaient moins de valeur guerrière. Et de ce point de vue-là, comme c'est la deuxième solution qui a été adoptée, le personnel de ces divisions a fait son devoir. Ils se sont fait tuer sur place. Ça a été admirable. Ils ont même réussi à se déplacer au point même que l'opération n'est qu'une demi-victoire, parce que l'évacuation de ces divisions statiques est un exploit logistique, et ce sont les survivants de Provence que l'on retrouve lors de la contre-offensive des Ardennes. Et la 11e Panzer s'en est sortie intacte. Qui plus est, les troupes isolées de Toulon et de Marseille ont fait ce qu'elles ont pu avec des moyens extrêmement limités, d'autant que leur artillerie lourde, démontés de gros navires, étaient orientés vers le large, donc n'ont pas pu appuyer l'infanterie de la garnison face à l'arrivée des Français qui les ont débordés par le nord-est. Alors justement, je vais parler de la prise de Toulon et de la prise de Marseille. Ce qui est intéressant, vous le racontez dans un ouvrage, je le souligne, c'est un ouvrage extrêmement vivant, très très agréable à lire, ça se lit presque comme un roman ou comme vraiment un récit journalistique. Et vous racontez ces histoires de reddition qui sont assez étonnantes. Il y a toujours il nous reste 5 minutes en tout, donc il faut qu'on conclure également. Mais ces redditions presque chevaleresques, finalement. Là, on vit chez Chrétien de Troyes, on est dans le cycle du Graal, on est chez Wolfram von Eschenbach. C'est pas quand même, mais... Oui, presque. Il y a en la personne de l'un des généraux français, à vrai dire c'est le seul dans ce cas, qui est Montsabert, un homme très très particulier. Alors on pense qu'on en veut, certains le traiteront de cas pathologique psychiatrique lourd, d'autres ne tariront pas d'éloges. Je ne suis pas là pour émettre un jugement de valeur, je suis là pour constater que cet homme se croit sous l'Antiquité et sous les croisades. La preuve, c'est que comme il commandait la 3e division d'infanterie algérienne, il a estimé qu'elle était l'héritière spirituelle de la 3e légion Augusta, qui était en garnison dans le limès de l'Empire en Mauritanie césarienne. Alors, les redditions, il gère les redditions de quelle manière? Et il se prenait également pour un survivant des croisades, puisque il se croyait carrément à bord des navires de Saint-Louis au large d'Aigues-Mortes. Et l'une des premières choses qu'il fait à Marseille après avoir conquis la ville, c'est de faire célébrer un Tédéum dans la Bonne Mer. Et il a en face de lui le général Schaeffer, qui est un Prussien de la vieille école. Et on se croirait dans le film La Grande Illusion. Alors les choses ne se passent pas tout à fait non plus comme l'un et l'autre l'auraient souhaité. Ils s'étaient mis d'accord par exemple pour ne pas canonner la Bonne Mer, de manière à conserver un monument. Il y a eu beaucoup moins de précautions prises en Italie, où Juin avait déclaré « j'ai l'impression de me battre dans les galeries d'un musée ». Et lorsque Schaeffer accepte de se rendre, alors que préalablement il pensait pouvoir faire obstacle à toute autre tentative, Montsabert l'assure de sa protection, mais une fois qu'il est entre les mains de la bande de Henri Simon et de Gaston Defer, il n'a plus de sortie, ses calories sont diminuées de moitié, il est bousculé, au point même que Montsabert envisage de renvoyer des goumiers pour ramener à la raison les FTP qui le gardent. Et du côté de Toulon, les redditions se passent aussi d'une manière assez... entre gentlemen, si je puis dire. Oui, parce que l'amiral qui est sur place est un homme de qualité, et en face, les Français essaient de rendre les choses aussi correctes que possible, mais
les choses ne se passent pas toujours comme ceux qui l'auraient souhaité l'eussent voulu. Par exemple, prenons Saint-Mandrier dont nous parlions il y a un instant. Retranché dans la presqu'île, il y a un bataillon arménien. Les types se battent comme des lions. Ils sont vraiment décidés à faire payer très chèrement leur vie. Ils n'ont aucune intention de capituler. Ils en remontrent en courage, en obstination à la garnison allemande qui, pourtant, n'est pas faite de manchots. Là-dessus arrive le RICM, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, commandé par le colonel Louis Le Pulloch. Celui-ci, gaulliste fervent, j'allais dire fanatique, veut offrir une victoire politique, une image à son patron. Donc il désobéit aux ordres, s'attaque à la presqu'île. Il se prend une raclée monumentale. Et les pertes auraient été bien pires s'il n'y avait pas eu une intervention extrêmement rapide du 6e régiment de tirailleurs sénégalais, commandé par le colonel Raoul Salan. Autrement dit, Salan sauve la peau de Le Pulloch. Oui, un tout petit peu plus tard, lorsque Le Pulloch et Salan ont 5 étoiles et que Le Pulloch a les moyens de régler ses comptes avec Salan, on connaît... et voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, donc, on a dit que c'était un succès, c'est un succès tactique. Oui. Mais est-ce que c'est un succès stratégique? Pas vraiment. Ça va être la conclusion. Parce que Toulon et Marseille, certes, ont leur intérêt, mais quand il s'agit de faire venir du fret par Liberty Ships de l'autre côté de l'Atlantique, l'intérêt est bien moindre. Les deux ports en question eux-mêmes sont dans un état catastrophique parce que les épaves du sabordage de Toulon sont toujours là en train de rouiller. Dans le vieux port de Marseille, le pont transbordeur construit à la fin du 19e siècle, qui faisait la silhouette, c'était la tour Eiffel de Marseille, l'un des deux pylônes obstrue le vieux port. Les ports voisins sont difficilement utilisables. À l'époque, il n'y a pas Fos-sur-Mer. Et ce qui signifie qu'en termes de logistique, il y a de quoi approvisionner les troupes qui remontent vers le nord, mais en gros, ça s'arrête là. Le pipeline qui traverse la Manche est beaucoup plus utile. Et on peut dire qui a bénéficié du succès au final de cette opération? Est-ce que c'est Staline? Dans une certaine mesure, oui, mais là, ça nous obligerait à faire quelques commentaires hors sujet sur ce qui se passe à ce moment-là à la frontière du gouvernement général de Pologne. Donc, nous allons passer là-dessus. Je dirais que les plus gros bénéficiaires de cette affaire sont les communistes qui s'emparent du pouvoir dans les mairies, dans les préfectures. Donc, c'est une victoire politique. Et comme les troupes d'Afrique s'éloignent et n'ont plus de contrôle sur cela, elles perdent la main, puis ça n'est pas leur mission. Et cela permet ensuite aux gens qui se sont emparés du pouvoir de régler leurs comptes. Il y a les règlements de compte de l'épuration où le Parti populaire français voit ses effectifs entièrement exterminés. Et puis la suite, on la connaît, la mairie verrouillée par Gaston Defferre pendant des décennies, le petit Provençal entre ses mains, pour eux c'est un bénéfice politique extraordinaire. Bien, Philippe Lamarque, merci infiniment. Donc, je revois votre ouvrage, Le débarquement en Provence, jour après jour. Comme je disais, très bien écrit, très agréable à lire. Je vous recommande également un autre ouvrage que je n'ai pas apporté parce qu'il est énorme, un livre paru aux éditions Endal en 2004 de Jean-Loup Gassan. Alors vous, c'est jour après jour. Oui. Jean-Loup Gassan, c'est heure après heure. Et puis sur tous les théâtres, et ça remonte dans les maquis aussi, c'est très 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 complet avec une belle iconographie. Mais déjà avec celui paru, le vôtre au Cherche Midi, on apprend déjà beaucoup de choses. Merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et La Petite Histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Le 7 mars 1936, Adolf Hitler, alors chancelier, s'adresse aux députés du Reichstag en les informant qu'il compte remilitariser la rive gauche du Rhin. Aux offres amicales et aux assurances que l'Allemagne n'a cessé de lui réitérer,
La France a répondu par une alliance militaire avec l'Union soviétique qui est exclusivement dirigée contre l'Allemagne. En vertu du droit inaliénable que possède chaque peuple de garantir ses frontières et de sauvegarder ses moyens de défense, le gouvernement allemand a rétabli, à la date de ce jour, la pleine et entière souveraineté du Reich sur la zone rhénane démilitarisée. Le jour même, des unités de la Wehrmacht se sont mises en route. À midi, un bataillon du 32e régiment d'infanterie entre à Cologne. À 13h, le pont Hohenzollern est franchi et la foule acclame les soldats allemands. On retrouve les mêmes scènes à Koblenz, Mayence et Mannheim. En tout, durant cet après-midi, 19 bataillons et 13 batteries d'artillerie, soit environ 30 000 hommes, ont franchi le Rhin. Mais comment est-ce possible après le pacte de Locarno qui avait été établi 11 ans auparavant et qui interdisait à l'Allemagne toute remilitarisation de la Rhénanie? Eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est dû à la faiblesse de la France et surtout de sa classe politique. Lors de la signature du traité de Locarno, l'Allemagne avait pourtant pleinement reconnu la frontière du Rhin. La France, de son côté, était satisfaite du désarmement et s'était engagée à ne pas occuper la rive gauche du Rhin alors qu'elle en avait le droit. De son côté, l'Allemagne s'est également engagée à maintenir cette zone démilitarisée. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut aller en octobre 1933. À cette époque, Hitler a décidé de quitter la Société des Nations qui s'était engluée dans les négociations sur le désarmement. En avril 1934, la France a signifié à cette même Société des Nations qu'elle assurerait désormais seule sa défense. Évidemment, en se passant de ces alliances, il fallait en trouver d'autres et notamment des alliances de revers à l'Est. Ainsi, dès le mois d'avril 1934, le ministre des Affaires étrangères français se rend à Varsovie et à Prague. Il se rapproche également de l'URSS qui a été admise en septembre dans la Société des Nations. Sauf que ce ministre, Louis Barthou, est assassiné le 9 octobre 1934 à Marseille. C'est Pierre Laval qui lui succède, mais il va poursuivre les négociations et les tentatives de rapprochement et d'alliance avec l'URSS. Ainsi, le 14 mai 1935 est conclu entre la France et l'URSS un traité d'aide et d'assistance en cas d'agression par un tiers. En Allemagne, on est très inquiet par cette nouvelle alliance. Hitler rappelle donc à la France qu'elle s'est engagée par le traité de Locarno à n'entreprendre aucune action agressive et militaire contre l'Allemagne. De son côté, la France explique que ce pacte avec l'URSS n'est pas une alliance militaire et donc elle ne viole pas le traité de Locarno. Au début de l'année 1936, l'Allemagne propose à la France un pacte de non-agression qui est approuvé par les députés. Mais Hitler l'a encore très mauvaise et pour répondre à cette alliance franco-soviétique, il va décider de remilitariser la Rhénanie, ce qui lui était défendu. Il prend cette décision seul et ses conseillers sont très inquiets et essayent de s'y opposer. Il lui explique que si la France décide d'attaquer l'Allemagne à ce moment-là pour avoir violé le traité en remilitarisant, l'Allemagne ne sera pas encore en mesure de faire face, son armée n'est pas prête. Pour faire bonne figure et pour montrer patte blanche de ses intentions, Hitler propose dans la foulée un traité de non-agression de 25 ans. Il propose également de conclure avec la France un accord pour démilitariser la frontière entre les deux pays, mais cette zone ne sera pas bien large due à la proximité de la ligne Maginot. En France, les conseils des ministres et le conseil des affaires étrangères est très inquiet par cette situation et il décide aussitôt d'appeler du renfort pour faire occuper la ligne Maginot. Nous ne pouvons pas laisser Strasbourg à la portée des canons allemands. Les ministres français sont inquiets et saisissent tous les périls de cette situation. Mais malgré tout, ils constatent que la France est prisonnière d'une position défensive et qu'elle ne peut pas se permettre d'occuper la Sarre sans une mobilisation générale. Elle va alors faire l'erreur de tergiverser et de se réunir avec ses alliés. Les alliés, eux, ne veulent pas de nouveaux conflits, ils sont très réservés et puis la Rhénanie les intéresse très peu. Les Anglais également se montreront réticents et voudront éviter toute mesure capable de créer un danger de guerre. Le 14 mars, le Conseil de la Société des Nations se réunit à Londres et constate que l'Allemagne a bien violé le traité de Locarno. Elle décide malgré tout qu'aucune action ni aucune sanction ne sera prononcée ou envisagée contre l'Allemagne. Les Anglais encouragent même les Français à renouer le dialogue avec les Allemands et proposent une plus étroite collaboration entre les états-majors britanniques et français. Ah tiens, tu parles d'une aide? Définitivement, ce jour-là, Hitler a gagné.
La France a commis une énorme erreur, Hitler en est bien conscient, lui qui attendait le verdict avec nervosité. L'Allemagne a retrouvé sa pleine souveraineté militaire et le plébiscite organisé le 29 mars suivant montre que la population approuve massivement cette politique. La France, qui disposait à elle seule des moyens de mettre un terme à tout ça, a laissé passer une énorme occasion d'éviter ce qui a suivi quelques années plus tard. Comme raison de se laisser faire, on peut citer premièrement une trop grande dépendance vis-à-vis des Anglais, la gouvernante anglaise, mais aussi la proximité avec les élections législatives. Et comme vous le savez, la proximité avec des élections suffit à paralyser toute une classe politique. De plus, l'instabilité gouvernementale et toutes les combinaisons parlementaires empêchaient toute action définitive. La France était condamnée à l'impuissance et condamnée à subir ce qu'elle va subir plus tard. Mais à part ça, vive la démocratie. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.